Alors, rien ne se passe jamais comme prévu, c'est inspiré du conte de l'oiseau de feu. Donc en fait, plusieurs contes populaires russes qui ont été mis en musique par Stravinsky. Et dans ce conte, en fait, il y a un père, une famille d'un père avec trois enfants qui ont la chance d'avoir dans un jardin un pommier qui donne des pommes d'or. Et il y a un mystérieux voleur qui vole les pommes toutes les nuits. Et un jour, un des fils surveille pour voir qui est ce mystérieux voleur, et c'est un oiseau de feu. Et donc il part à la recherche de cet oiseau de feu. Et il lui arrive moult péripéties, et notamment sur le trajet, il croise un loup. Un loup qui va tout d'abord tuer son cheval. Et donc la première rencontre avec lui va être très violente, et puis ensuite l'accompagner pour la recherche de cet oiseau de feu. Donc nous, avec l'équipe artistique et puis aussi avec l'auteur Kevin Keiss, on est vraiment parti très librement de cette base-là, en travaillant sur les creux aussi du conte, hein, c'est-à-dire tout ce que le conte ne disait pas. Par exemple, pourquoi n'y a-t-il pas de mère dans ce conte, et où est la mère de ces trois enfants, et donc l'épouse de ce roi. Aussi, pour quelle raison le loup a-t-il profondément décidé d'aider ce jeune homme à trouver l'oiseau de feu. Et à partir de là, on a commencé à se dire aussi qu'est-ce que c'est pour nous un conte contemporain, c'est-à-dire comment à chaque période de sa vie, qu'on soit enfant, et puis aussi tout simplement comment se résonne cette histoire-là aujourd'hui pour nous, chacun de l'équipe, avec nos âges différents, nos parcours différents. Et puis, donc on a travaillé à peu près 1 an sur cette histoire tous ensemble, et on a construit notre propre conte. Et donc dans ce conte, il y a donc dans la première partie un père avec 3 enfants. Au tout début, une mère qu'on voit, et puis qui un jour entend une voix qui l'appelle dans la neige et qui disparaît. Et puis, du coup, ce père avec ses 3 enfants, on ne sait pas trop quels âges ils ont, on ne sait pas si c'est un souvenir de l'enfance qu'ils ont vécue ou pas. Et lui essaye tout seul de faire vivre tant bien que mal cette famille. Et c'est une famille avec un monde un peu hostile autour d'eux. On est dans une société où il n'y a plus d'oiseaux, et où... on l'a écrit cette pièce il y a 2 ans, mais où il devient difficile de sortir, puisqu'il y a notamment des pluies toxiques, une forêt interdite, et donc ils sont un peu en huis clos dans cette maison. Et donc on assiste à différentes scènes de cette famille, et notamment on comprend que c'est une famille assez pauvre, dont la seule richesse est un pommier, qui la plupart du temps ne donne pas grand-chose, mais de temps en temps donne une pomme d'or. Et donc il y a un mystérieux voleur qui vole les pommes toutes les nuits. Jonas, donc, qui est un des 3 enfants, veille une nuit pour essayer de trouver le voleur. Il voit un oiseau de feu qui lui brûle la main, qui fait une brûlure sur la main. Il l'annonce à toute sa famille, et là il y a vraiment la question de comment ça peut être un acte constitutif dans sa vie si jamais on ne donne pas, on ne croit pas à la parole qu'on porte. Et comment ça peut être d'autant plus constitutif lorsqu'on est adolescent ou enfant. C'est-à-dire que si on dit « j'ai vu ça, il s'est passé ça, j'ai vécu ça », et qu'on ne croit pas à ce qui est dit, comment en fait les choix qu'on va faire à la suite de ça vont être une conséquence de ce manque de confiance. Voilà. Et donc lui, il annonce qu'il a vu cet oiseau de feu. Personne ne le croit, et personne ne le croit non seulement parce qu'il n'y a pas d'oiseau de feu, mais aussi parce que tout simplement dans cette société-là, dans notre histoire, il n'y a plus d'oiseaux. Au moment où la pièce s'est écrite, on apprenait régulièrement la disparition d'un dernier spécimen d'une espèce pendant l'écriture de la pièce. Et donc, il détruit, on va dire, l'enfance et le cocon familial, et il part dans la forêt interdite, à la recherche de cet oiseau de feu. Cette forêt interdite, c'est à la fois... notre projection de la forêt, c'est-à-dire un endroit de liberté, à la fois des fois de peur, un endroit aussi de tout un lien à son inconscient. Et donc dans cette forêt interdite, il va rencontrer une fille louve, une fille de la forêt, qui va effectivement au début commencer par une scène d'une grande agressivité, et puis petit à petit cheminer avec lui et l'aider à faire sa route, donc comme une sorte de parcours initiatique vers cet oiseau de feu. La deuxième partie est très musicale. Il y a beaucoup de chansons, la fille de la forêt chante, ainsi que la mère qu'on retrouve. Et à l'intérieur de cette forêt, dans le parcours initiatique de ce jeune homme, la famille revient pour, on va dire, peut-être l'accompagner ou pas dans sa quête, lui dire des choses qu'il ne lui aurait pas dit lorsqu'ils étaient tous ensemble. Et donc on voit à la fois le trajet de ce jeune homme,
mais aussi le trajet du reste de sa famille et comment elle s'est reconstruite une fois son départ. Moi, j'ai une double culture, donc une culture française et une culture russe. Et la question des contes a été très importante pour moi. Voilà, faut savoir qu'en Russie, c'était assez particulier comment les contes étaient transmis. Ils étaient transmis donc de manière orale et par des sortes de chamans, on va dire, qui se déplaçaient de village en village. Et en fait, quand ils arrivaient dans ces villages, il y avait une sorte de rituel qui était organisé avec le même repas qui était fait, un feu, etc. Et ils disaient des contes. Et en fait, ils lançaient des sortes de phrases, rythmées, qui, en fonction de la réaction de l'auditoire, faisaient qu'ils continuaient plus ou moins longuement le conte. Voilà. Ces contes ont été recueillis par un ethnologue au XIXe siècle qui s'appelle Afanassiev. Et donc c'est grâce à ça qu'on possède la plupart de ces contes populaires. Effectivement, moi, le rapport, on va dire, aux histoires racontées depuis que je suis petite et puis aux histoires russes aussi a été très important. Pour l'auteur Kevin Kais, on s'est rendu compte qu'on avait en commun, on va dire, cette chose-là dans notre enfance, et notamment des recueils de contes russes illustrés par un peintre qui s'appelle Billy Bean et qui fait des illustrations à la fois très oniriques et très précises, un peu inquiétantes. Très belle. Et voilà, ça a été un peu un des points de départ en fait de notre histoire. Et aussi cette musique de Stravinsky, et qui elle-même s'inspire de musique folklorique en fait, de chants folkloriques pour se composer. C'est un lieu qui a été très important pour moi dans mon parcours. C'est pour ça que c'est toujours assez émouvant d'y revenir parce que j'ai déjà 2 pièces qui ont été jouées ici. La première, c'était Lucrèce Borgia, qui était venue là en 2013. C'était un moment très important pour toute l'équipe. Voilà. Et puis ensuite, on est revenu avec Antigone. Ça a été un choix assez important de Patrice Martinet, parce que c'est une pièce qui a été créée en Ukraine et qui est avec 13 comédiens ukrainiens au plateau, 12 comédiens ukrainiens exactement et un comédien français, et donc ça a été un vrai choix de le porter ici. Et donc là, si tout va bien, ce sera la 3e pièce à venir ici. Donc effectivement, on va dire c'est un lieu dans lequel je me suis construit aussi. Où je trouve que ces pièces que je fais, on va dire, qui sont vraiment en lien entre à la fois, pour Antigone, un mythe, et puis de la tragédie grecque, pour Lucrèce Borgia, une grande, la tradition du drame romantique, et puis là, les contes. Mon travail, on va dire, réfléchit beaucoup à ce va-et-vient entre des mythes, des choses, des contes, etc. Et puis la transcription aujourd'hui sur ce que ça nous raconte maintenant, comment on s'en réempare, comment on les retraverse. Et c'est comme des histoires de strates, on va dire, différentes. Et je trouve que l'Athénée porte ça. Parce qu'il y a à la fois, à chaque fois qu'on arrive ici, c'est quand même magique, ce lieu profondément chargé de toute l'histoire théâtrale qu'il y a pu y avoir, et puis à la fois des choix de la direction très engagés, avec des spectacles qui sont, je trouve, souvent une très belle programmation, très contemporaine. Et je trouve que cette friction est vraiment intéressante et à mon endroit artistique me correspond profondément. C'est une double question pour moi parce que je suis aussi directrice du Préau, donc le Centre dramatique national de Normandie-Vire. Et donc je suis, on va dire, impactée à 2 endroits qui sont des endroits assez différents dans l'appréhension que je fais des choses et mes réactions par rapport à ça, qui est mon endroit de directrice. Donc avec l'équipe, le territoire et puis un soutien qu'on essaye le plus présent possible aux artistes. Et puis mon endroit artistique, qui c'est presque assez... en tout cas, c'est 2 endroits assez différents pour moi. L'endroit artistique est un peu mis à mal puisque effectivement, cette saison, j'avais une première création en octobre d'une pièce qui s'appelle Vanish et puis qu'on a pu jouer 6 fois puis qui ensuite a été arrêtée. Et là, le mois d'avril est un moment assez important pour mes spectacles puisque normalement, on devrait se jouer à la fois Rien ne se passe jamais comme prévu à l'Athénée et Antigone à la Grande Halle de la Villette, par hasard, quasiment au même moment. Donc je me sens un peu à l'arrêt, à vrai dire, c'est-à-dire que j'ai à la fois beaucoup
de désir, beaucoup de joie. Et puis je ne sais pas si ça va pouvoir avoir lieu ou pas. Donc voilà, en fonction de, de comment je me réveille, il y a des moments où je suis assez optimiste et des moments plus du tout. Ce que je trouve très 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 complexe. Et c'est que autant... voilà, quand nous participions tous à l'effort commun de lutte contre la pandémie, que tout était fermé, voilà, pour moi c'était assez naturel que le théâtre soit fermé, que tout soit à l'arrêt, et je le comprenais profondément et j'avais l'impression de prendre ma part en fait voilà, dans notre lutte commune face au virus, là où maintenant ce n'est plus du tout le cas, et par conséquent il m'est extrêmement difficile de subir une situation que je ne comprends pas, que je ne comprends profondément pas et que je ne trouve pas équitable. Voilà, donc effectivement en tant qu'artiste ça me met dans un endroit assez particulier. Après là je continue effectivement, puisque Estelle Meyer reprend le rôle de la fille de la forêt. J'ai répété aujourd'hui à l'Athénée et je continue à tout faire pour que le spectacle puisse avoir lieu. Pour Antigone, on a lancé toutes les autorisations de travail pour les Ukrainiens et j'espère profondément que les spectacles pourront avoir lieu, pas seulement pour moi, mais parce que je pense que ce n'est pas normal que la culture, que le monde entier de la culture soit à l'arrêt comme ça depuis presque un an.